D'abord, donc au nom de la société Jean Malaquais que je préside, je tiens à remercier évidemment les organisateurs de cet événement, à commencer par M. François de Canson, qui, après avoir fait de Jean Malaquais le citoyen d'honneur de Lalonde, a décidé de donner donc au Théâtre des Bormettes le nom de Théâtre des Bormettes Jean Malaquais. Alors merci Monsieur de Canson d'avoir tenu parole, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde politique. Merci d'avoir donné une place à l'écrivain Jean Malaquais, dans votre ville qu'il aimait tant. Et nous sommes, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, d'autant plus touchés par cette inauguration qu'un théâtre est un lieu de rassemblement, de spectacles partagés, d'art vivant, en résonance avec cette soirée festive et en adéquation avec l'engagement et l'œuvre de Jean Malaquais. Nous sommes ici une 14, je crois, à peu près, de la société Jean Malaquais à être venus d'un peu partout, de Paris, de Nantes, de Montpellier. Et évidemment, donc, parmi ces adhérents, Madame Elisabeth Malaquais, la veuve de notre écrivain. Donc, en leur nom, je tiens à dire que tous tiennent à vous remercier de pouvoir fêter cet événement avec vous et parmi vous. En plus de Monsieur de Canson, nous voulons aussi remercier nos amis de Lalonde, qui, depuis des années et des années, ont travaillé avec la société Jean Malaquais. Les membres de l'association Lou Souve et sa présidente, Suve, pardon, et sa présidente, j'ai encore des progrès à faire, moi, et sa présidente Marie-Noël Pradiel, et aussi nos soutiens indéfectibles que nous connaissons depuis plus de 15 ans maintenant, nos amis Michel et Gérard Robert, merci beaucoup. Évidemment, je pourrais aussi citer Jackie et chaque membre de cette société, de cette association Lou-Suve, c'est mieux, qui ont contribué à faire une place à Jean Malaquais. Et je voulais aussi avoir une pensée pour notre regrettée Micheline Binoche. Nous voulons aussi remercier notre ami Guy Zetoun, ancien libraire de hier. Alors on n'a pas ta photo, mais on a la photo de la librairie de l'époque qui nous accompagne depuis le début de l'aventure Malaquais. Et puis nous voulons aussi saluer Nathalie Lédier, que j'ai vue au fond là de la salle, que nous avons rencontrée au tout début de nos recherches, en juillet 2000, ici même à Lalonde, et elle s'appelait alors Nathalie Coulon. Elle est là, vous voyez, on a tous pris un coup de vieux, mais bon. Alors, c'est à vous tous, Londais, que nous voulons aussi rendre hommage, par l'intermédiaire de Jean Malaquais, le Javanais de Lalonde. Alors, ce Jean Malaquais, qui était-il? On l'a déjà un peu dit. Ce jeune homme-là, que vous voyez sur la diapo, à 19 ans, avait en fait pour nom Vladimir Jan Pavel Israël Pinkus Malatsky. Il est né en 1908 et à l'âge de 17 ans, le bac en poche, il décide de découvrir le monde avant qu'il ne disparaisse. C'était son expression. Alors imaginez-le, il arrive du nord, de Varsovie, en Pologne, d'un pays où les hivers sont gelés, où même la large Vistule est prise par les glaces. Et après avoir fait un tour en Europe, être allé du côté de la Turquie et de l'Égypte, puis de Marseille, il débarque en 1925 sur la côte varoise. Et ici, à Lalonde-les-Morts, dans le soleil, la mer turquoise, les embruns et les pins, les senteurs des odeurs végétales, la lumière. Après le gris, le froid de Varsovie, sa ville natale, il se plonge à Lalonde dans une avalanche de couleurs. Dans le roman Les Javanais que va lui inspirer Lalonde, un personnage décrit « La vague était courte, moutonnante, écumant de colère matinale. Il écoutait la mer, il entendait la houle de la mer, verte,
ensuite bleue, ensuite verte encore. Elle s'enflait jusqu'à la ligne de l'horizon, et au-delà, elle s'enflait jusqu'aux limites de quel rivage? Alors certes, Malaquais n'a pas un sou en poche. Pour survivre jusque-là, il a fait toutes sortes de métiers. Il a été ouvrier, manœuvre, magasinier, et il continuera d'ailleurs à trimer très durement. Et pour subsister ici à la Londe, il va devoir tous les jours s'enterrer dans la mine des Bormettes. L'une des mines métallifères qui avaient été les plus riches de France et même d'Europe entre 1887 et 1907. Alors, selon nous, d'après divers recoupements, Malaquais a dû travailler au puits du Verger fin 1926, début 1927, après l'arrivée d'un certain Gates, qui était un repreneur anglais. La mine est alors sur le déclin. Dans le roman, il raconte: c'était une mine délabrée et mal tenue. La taille s'y faisait au petit bonheur. L'abattage à la va-vite. On perçait, creusait, dynamitait à tort et à travers. Dès que les fouilles indiquaient un filon, on y mordait, jusqu'à l'épuisement. Après la Londe, Malaquais poursuit sa découverte du monde. Il part dans le Maghreb, il se rend en Afrique noire, il monte à Paris, il y séjourne un petit peu, et là, il y fait une rencontre décisive avec le grand écrivain André Gide. Une forte amitié se noue entre eux. Malaquais, alors Malatsky en fait, puisqu'il choisira son pseudonyme en 1939. Attends une seconde, c'est bien. On a un problème de diapo, enfin vous voyez ici Gide. Oui. Et donc, Malaquais donc, a choisi depuis l'âge de 13 ans d'écrire en français, puisqu'il était polonais. Pourquoi? Il aime cette langue. D'ailleurs, il a écrit ses premiers poèmes en français. Alors il va montrer à Gide son premier roman, La rage au ventre, que nous n'avons jamais lu, et pour cause. Gide lui indique tous les défauts dans son écriture, et Malaquais déchire le manuscrit. Mais il ne se décourage pas. Persévérant, travailleur infatigable, il continue d'écrire alors qu'il travaille à l'usine. Alors Gide lui permet une parenthèse enchantée, en lui offrant un séjour à Cabris, dans la maison où avait vécu Madame Saint-Exupéry. Malaquais retrouve la lumière qu'il avait connue à la Londe. C'est pour lui le paradis retrouvé, selon son expression. Et il écrit un roman qui impressionne Gide. Gide écrit: je suis considérablement épaté par ton livre. Tu y atteins parfois un lyrisme extraordinaire, de qualité tout à fait rare et spéciale, qui me ravit. Alors, pourquoi? Bien sûr, il y a le style de ce roman qui peut paraître parfois difficile, mais on vous invite évidemment tous à le lire. Pourquoi? Bien d'abord parce que ce roman est très vrai. On a l'impression, quand on le lit, d'être dans les rues de la Londe, dans la poste, la gendarmerie. Il y a dans le roman Monsieur Anatole qui est receveur des postes. On y découvre aussi les logements, les maisons. Là, vous retrouvez les rues. Et les commerces du style de l'épicerie vin de Madame Michel. Alors Madame Michel est ici d'ailleurs représentée, vous l'avez vu à l'entrée, fort bien représentée. On y retrouve aussi l'usine d'armement Schneider, qui existait au Bormettes jusqu'en 1937, et qui s'appelle dans le roman Bigorneau et Fils. Alors Bigorneau, vous voyez pourquoi la forme de l'armement. Donc voilà, c'était une filiale des usines du Creusot. Et Bigorneau et Fils, dans le roman, fabriquaient des machins qui explosent sous la mer. En fait, tout y est reconstitué. On y retrouve aussi le Decoville, qui transportait les ouvriers et qui avait été acheté, comme on le lit sur la diapo,
à l'exposition universelle en 1889. Le roman est très vrai aussi parce qu'un mineur peut y retrouver les gestes qu'il effectuait au fond de la mine, le forage, le dynamitage, il y retrouve l'ascenseur à câble à la mine, et également, comme on l'a dit tout à l'heure, les accidents, comme l'éboulement qui marqua la mine Vétuste en 1927. C'est arrivé tout bêtement, sans indice avant-coureur, ou alors un déclic inaudible dans le fracas des foreuses. Toujours est-il que le plafond a dévissé, qui s'est affaissé d'une pièce, les gobelins secs. Le roman a aussi un souffle enthousiasmant parce qu'il montre, à travers des personnages venus des quatre coins de la Terre, le monde en miniature, dans un grand élan. Vous voyez peut-être sur la diapo de droite, là, à droite, le document de 1929 que nous avions retrouvé à la Drire, où on lit les différentes nationalités qui se côtoyaient à la mine. Alors, il y avait les Français, les Italiens, évidemment, Français, Italiens, Polonais, Hollandais, Tchécoslovaques. Eh bien, les Javanais restituent cette diversité de langage et de culture. Le roman parle le javanais, comme il dit d'ailleurs pour ses 20 tomes. 20 tomes qui se comprennent à l'aide d'un parler fait de toutes les langues et qui n'est d'aucune étant celui de Java, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Limbel, donc, lui, vous l'aviez dit, monsieur de Canson, le français, on parlait de tous les mineurs qui étaient majoritairement italiens, mais aussi polonais. Et d'ailleurs, il est à l'image de ce que nous avait dit monsieur Fouque, un fils de mineur que nous avions interviewé. Il nous avait dit, on essayait de se comprendre dans nos langues. Et enfin, comme le disait Micheline, quand on lit le roman, on voit des images. Le roman paraît donc en 1939. Il reçoit immédiatement des critiques élogieuses. Il va être traduit, puis publié au Mexique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie. Et le 7 décembre 1939, l'éditeur Robert de Noël apprend à Malaquais dans un télégramme qu'il vient de recevoir le prix Renaudot. Alors pourquoi par télégramme ? Bien, c'est que Malaquais, bien qu'apatride, la technique nous lâche, eh bien, Malaquais, bien qu'apatride, a été enrôlé dans l'armée en septembre 1939. Nous avions une diapo où on vous le montrait habillé en soldat. Hein. Et donc Malaquais va être, bien qu'apatride, dans cette guerre et emporté aussi dans cette guerre dans la débâcle. Il arrive à Paris en 1940 et il doit fuir. Les premiers décrets contre les Juifs ont été promulgués. Malaquais est d'origine juive. Il est apatride, il est marxiste. Il court triplement le risque de fertiliser les sillons du Troisième Reich, selon son expression. Et donc il doit quitter le continent européen. Le 26 septembre 1942, il prend un bateau pour l'Amérique du Sud d'abord, le Venezuela, puis le Mexique, et enfin les États-Unis. Voilà, là vous le voyez à Mexico. Et il continue d'écrire. De son expérience de la guerre, il va tirer la matière d'un journal de guerre qu'il enrichit ensuite avec le journal du Métèque. Il écrit aussi son deuxième grand roman, Planète sans visa, que je vous invite aussi à lire, et qui relate l'atmosphère de la France, et plus particulièrement de Marseille, sous Pétain et sous l'occupation. Puis, il publie un dernier grand roman, Le Gaffeur, en 1953. Il écrit aussi une pièce de théâtre, La Courte Paille, sur la guerre atomique, que nous essayons de monter. Vous nous voyez ici lors d'une répétition. Donc vous voyez peut-être Guy, et puis des amis qui sont ici. On essayait de monter cette pièce, on essaye de la monter. Et je peux vous dire qu'on espère un jour pouvoir la jouer ici, La Courte Paille. Mais l'univers de la Londe n'a jamais quitté Jean Malaquais. Et alors, il va faire quelque chose d'assez rare pour un écrivain,
il va se replonger dans son œuvre à la fin de sa vie, dans les années 1990, et il va se replonger notamment dans son premier grand roman, Les Javanais. Il le réécrit à nouveau. Comme Montaigne, qui ne cessait de se relire et de se corriger, Malaquais décide de rajeunir l'écriture de son roman, tout en conservant la même trame, les mêmes lieux, les personnages de 1939. Il décide de faire danser ces Javanais sur un autre rythme, pour reprendre son expression. Il dit « L'auteur tient à avertir ses lecteurs qu'il a, au long des années, apporté diverses corrections à son texte, lesquelles sont de style et, à ses yeux, dans le droit fil de son travail de 1939. » La presse le redécouvre le Renaudot de 1939, tellement original dans la littérature française. De nombreux articles annoncent le retour en fanfare des Javanais, et à nouveau, le roman est traduit et publié dans de nombreux pays. Malaquais, lui, n'aura jamais quitté la Londe. C'est d'ailleurs ici même, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, que ses cendres ont été dispersées par Elisabeth, sa femme, et notre très regretté Dominique, dans la mer Méditerranée, si chère à notre auteur, berceau de la civilisation, symbole du brassage des peuples, creuset de l'univers diversifié et riche de la communauté humaine. Alors ce soir, des adhérents de la Société Jean Malaquais, Michel Temime, Geneviève et Pierre Masson, vous liront quelques-uns de ces textes. Et demain, au Salon du Livre Londais, dès l'ouverture, vers 10h, 10h15, d'autres adhérents, Daniel Rocher, Guy Zetoun et Julien Roulette, ou peut-être d'autres, feront d'autres lectures. Malaquais donc sera présent par toutes les manifestations, comme il l'avait déjà été en 2011, car je remercie à nouveau, comme je l'ai dit au début, M. de Canson, d'avoir fait de Jean Malaquais le citoyen d'honneur de la Londe à Noël 2011, à la salle Yann Pia, où l'association Lou Souvet, j'arriverai pas, avait monté à cette occasion donc un beau spectacle. Et donc, voilà, je vais terminer pour laisser la place aux jeunes. Eh bien, en notre nom, Jean Malaquais, le Javanais de la Londe, vous adresse un salut reconnaissant.